Je garde un secret depuis bien trop longtemps. Aujourd'hui, j'en ai assez. J'en ai marre. Marre de me cacher. Marre de me voiler la face. Aujourd'hui, je vais dire au monde la vérité. Je vais leur dire... Bonjour. J'aime bien Indiana Jones 4. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop, et attendez avant de faire vos geekos à 2 balles comme lui. Mais enfin, mais comment tu peux dire ça? T'es aveugle ou t'as pas de goût? Parce que c'est vraiment n'importe quoi en fait. Dire ça c'est vraiment nul à chier quoi comme comportement. Après chacun ses goûts hein. Laissez-moi vous donner une explication. Je sais que ça fait un peu unpopular opinion d'aimer Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, mais j'ai découvert cette saga comme beaucoup de gens de ma génération avec ce 4e opus, alors il a une place particulière dans mon cœur. Je sais qu'il y a plein de trucs qui vont pas, le coup du frigo et bien sûr les aliens, mais certains passages sont cool, genre lui là, enfin, il est pas impressionnant ce plan là? Mais si les aliens étaient votre plus gros problème avec le 4e film, alors accrochez-vous bien parce qu'aujourd'hui on va parler d'Indiana Jones et le cadran de la destinée, le 5e opus de la saga et aussi le premier à ne pas être réalisé par Steven Spielberg, puisque c'est James Mangold qui récupère le bébé pour cet opus, un réalisateur dont j'apprécie un peu le travail, surtout avec Logan. Évidemment. Le film commence pendant la Seconde Guerre mondiale. On y retrouve un Indiana Jones PS4 Pro capturé par les nazis. Vous avez perdu. Spoiler. Heureusement, grâce à un obus, il arrive à s'échapper. En attendant, les Allemands capturent son coéquipier et l'embarquent dans un train dans lequel ils foutent tous les artefacts qu'ils ont trouvés. Voler, ça reste à prouver. Indy rattrape le train, monte dessus et récupère la relique qu'il est venu chercher. Elle est fausse. Un scientifique allemand qui travaille pour les méchants en tire la même conclusion. Cependant, il y a une autre relique très importante dans ce train, l'Antikythera. Un cadran de la destinée. Oh, comme le titre du film, coïncidence. Indiana retrouve son pote à la compote, Basil. En s'enfuyant, il tombe sur le scientifique. Il lui fout une mandale et Basil récupère... L'Antikythera. Ce mot est beaucoup trop compliqué. Dorénavant, on l'appellera la boussole jaune. Indiana Jones, c'est la boussole dorée de la destinée? Moins accrocheur. Après un combat contre le colonel qui l'avait capturé, le scientifique revient, récupère la boussole et... Ah bah il va beaucoup moins bien marcher maintenant. Les deux amis sautent du train, mais Indy n'avait pas donné au scientifique... Le cadran d'Archimède. Ah bah vous voyez, vous aussi vous trouvez que l'Antikythera c'est assez nul comme nom. Et pour le moment ça va, hein. Je retrouve les sensations et l'humour des premiers films. Bon, à part le deepfake un peu raté d'Harrison Ford, je trouve que c'est plutôt réussi. Maintenant, retour à la réalité. On s'en va des années plus tard, en 1969. On retrouve un vieux Indy à poil. Oh putain, la transition jeune Indy et vieux papy à poil dans le fauteuil, elle est assez rude quand même. On apprend qu'il s'apprête à divorcer de Marion. Le dernier film se terminait par leur mariage, mais bon, puisqu'on est parti pour tout niquer, commençons par là. Déjà, il est plus professeur dans une grande université, mais dans une fac pourrie avec des élèves Qui s'en foutent. En plus, pour ne pas arranger les choses, t'as des étudiants qui débarquent dans le cours avec une télé montrant les astronautes. Oui, parce que je l'ai pas dit, mais là en fait on est le jour du décollage pour la Lune. Mais d'ailleurs, comment ils ont fait pour se ramener dans la salle avec une télé allumée? Une très grande rallonge. De plus, c'est le jour de sa retraite. Eh ben bon Dieu, il était temps, il devait déjà y être il y a 15 ans. Une des étudiantes de son cours le suit dans un bar et en réalité c'est Elena, la fille de Basil, son pote du train à l'époque. Ailleurs, on retrouve le professeur allemand qui a survécu à sa chute. Mais comment il a fait pour survivre à ça? Bon, enfin bref. Il se fait appeler professeur Schmidt. Schmidt? Ah oui, donc on vole l'or des juifs, mais aussi leur nom à ce que je vois. C'est lui qui a envoyé les astronautes sur la Lune. Il a construit leur fusée. Alors les scientifiques nazis recrutés par la NASA après la Seconde Guerre mondiale, oui, c'est l'histoire, pourquoi pas. Mais lui, il étudiait les antiquités pendant la guerre. À quoi ça peut bien leur servir pour la conception d'une fusée? En réalité, on apprend qu'il est physicien. Alors qu'est-ce qu'il foutait à étudier les vieilles reliques pour les Allemands pendant la guerre? Je passe. Vous n'avez pas gagné la guerre. Hitler l'a perdu. Non mais là c'est pareil, à quoi ça sert de changer de nom pour cacher ton identité si c'est pour dire à tout le monde que t'es nazi? Ça n'a pas de sens. J'ai tué quelqu'un, il me faut une nouvelle identité. Très bien, voici ta nouvelle identité. T'es con ou quoi? C'est marqué que je m'appelle Xavier Dupont de Ligonnès dessus. Quoi, ça te va pas? Non. Bon bah tiens, prends celui-là. Francis Holm? Non plus. Bon, et celui-là? Norman Davo?
En attendant, Elena s'est mis en tête de retrouver le cadran d'Archimède. Cependant, elle était suivie par les hommes de Schmidt, qui l'ont suivie, elle et Indy, jusqu'aux archives, où Jones montre à Elena le cadran en question. Le professeur nous apprend la fonction de ce cadran, qui est une sorte d'appareil pour prédire le temps. C'est un nouveau modèle d'appareil pour prédire le temps. Eh oui, vous n'étiez pas le premier, Doc. Ce cadran pouvait prévoir des fissures dans le temps. Quoi? Les méchants débarquent et Elena s'enfuit avec le cadran en enfermant Indy avec les sbires de Schmidt. Ah, donc c'est elle la connasse du film. Ok, très bien, ça, c'est noté. Il capture Jones, mais il arrive à s'enfuir à cheval. Oui, à cheval. Plus tard, Indy est recherché, heureusement son pote Salah vient lui filer un coup de main. Salah, qui est un personnage récurrent des films Indiana Jones. D'ailleurs, il a le droit à la meilleure réplique de toute la saga. Oh, la voiture de mon beau-frère. Et si vous ne le saviez pas, l'acteur qui interprète Salah, à savoir John Rhys Davies, est surtout connu pour être l'interprète d'un autre personnage très connu de la pop culture, à savoir Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, parallèlement à Indiana Jones, il a le droit à la meilleure réplique de cette saga également. Une mine! Salah apprend à Indy que sa filleule Elena n'est pas vraiment étudiante, mais participe à des ventes aux enchères illégales au Maroc et trempe dans des affaires louches avec des gangsters marocains. Ces mêmes gangsters qui tiennent un hôtel qui organise des ventes aux enchères d'antiquités volées à Tanger. Et depuis quand Salah il est expert en criminel marocain? Bah c'est son pays d'origine, il se tient au courant de ce qui se passe. Mais pas du tout, il est égyptien. Alors en route pour Tanger dans l'avion, Indy repense à son pote Basile qui a pété un boulon en étudiant un peu trop l'Ankiti Terrara. Pardon, j'ai tenté. Archimède a découvert une météorologie temporelle. Attends, pourquoi il reparle de trucs en rapport avec le temps? J'ai peur. Allez, direction le Maroc avec le passage de la carte et tout. Tin, 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 tin. Ou juste un cut, ça me va aussi. Putain de merde. Et on retrouve Indy dans sa tenue de travail au fameux hôtel. Elena est bel et bien en train de vendre le cadran. Pendant ce temps, un petit gamin s'entraîne au pilotage. Indy interrompt l'enchère, mais c'est alors que Schmidt débarque. Une bagarre éclate, Teddy, le gamin pilote qui bosse avec Elena, récupère le cadran et s'enfuit avec. Mais Schmidt le vole à son tour. Rendez-vous dans le passé, professeur Jones. Mais encore une allusion au temps? J'ai de plus en plus peur. Puis arrive le gangster qui tient l'hôtel, qui de surcroît est l'ex d'Elena. Alors une autre course-poursuite commence à bord d'un tuk-tuk, mais Schmidt arrive à s'enfuir avec le cadran. Mon nom est Fowler. Axel Fowler? Jürgen Fowler. Ah oui, c'est très allemand, hein. Oui, le seul moyen de rendre son nom encore plus allemand, c'était de l'appeler Heinrich Flamenkusch. Le problème, c'est que Schmidt, ou plutôt Fowler, a non seulement le cadran, mais aussi les notes de Basile qui indiquent où se trouve le Graphicos. Alors qu'est-ce que c'est que ce bidule encore? En fait, le cadran est en deux parties, et pour trouver la deuxième, il faut d'abord retrouver une tablette sur laquelle est gravé les coordonnées de la deuxième partie du cadran. Ah bah voilà le passage de la carte. Bon, direction la Grèce, où Indy retrouve un vieil ami à lui, un capitaine de bateau qui peut conduire Indiana et compagnie vers le Graphicos. La nuit, on apprend que la raison pour laquelle Indy et Marion ont divorcé est due au fait que leur fils, apparu pour la première fois dans le film précédent, s'est enrôlé dans l'armée et est mort au combat. Adieu, Shia LaBeouf, ton apparition dans la saga fut brève, mais... elle fut brève. Allez, c'est parti pour la plongée, mais Teddy, que j'ai maintenant envie d'appeler 2001-2, ne sait pas nager. Le nulos. Tu sais nager, toi? Non, mais je sais faire ça avec ma bouche. Et ça sert à quoi? À rien. Pour le moment. Le reste de l'équipe descend dans l'épave d'un vieux navire romain et y trouve le Graphicos. Cependant, un autre bateau arrive. Les Allemands! Fowler capture toute l'équipe et moyenne en finance, Elena accepte de traduire la tablette. Mais en fait, c'était une diversion. Elena allume une dynamite, elle, Teddy et Indiana s'enfuient en emportant le Graphicos. Oh non, et le pote d'Indy, là, le capitaine du bateau? Ah oui, Fowler l'a tué, mais on s'en fout de lui. Seulement, Elena leur a déchiffré tout le code avant de faire badaboum, mais Archimède avait tout prévu. Indiana brûle le Graphicos et cela révèle la vraie destination, à Syracuse. Mais les méchants les ont suivis et une fois arrivés, ils capturent Teddy. Maintenant qu'ils l'ont pris, Jones est persuadé que Fowler va utiliser le demi-lune marocain pour trouver la grotte où se trouve le MacGuffin. Du coup, Elena et Papy Indiana le devancent et trouvent la grotte. Faut faire du bruit pour trouver où ça résonne le plus. Ba 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 ba. Pa 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 pa. Ba 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 ba. Pa 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 pa. On a attendu 15 ans pour voir Indiana Jones se faire bababa dans une grotte.
J'espère que vous êtes contents. Et toi, on t'a pas forcé à boire le sang de Kali? Ah, le fanservice, tu nous avais manqué. Ensuite, ils ouvrent l'accès à un passage secret grâce au principe d'Archimède. Ah, c'est pas trop tôt, c'est le seul truc d'Archimède que je connais. Il avait un principe, Archimède? Ouais, sur la tête, mais pas dans les yeux. En attendant, Teddy fausse compagnie à Fowler en sautant dans l'eau. Oh mon dieu, mais il ne sait pas nager, comment il va faire? Ah bah non, en fait ça va, c'est bon. Au même moment, Indy et Lena trouvent la deuxième moitié du cadran. Il a des hélices en plus des ailes. Mais... attends... Les horloges ne seront inventées que 1000 ans plus tard. mais ça veut dire que... oui, ce film parle de voyage dans le temps, c'est bon, t'avais pas encore capté? Ok, j'ai pas de problème là-dessus. Et toi? Ça m'aurait étonné. Mais Fowler débarque et assemble les deux moitiés de la boussole jaune. Cependant, Teddy intervient. Une fusillade commence. Elena et Demi-Loukoum fuient. Oui, j'adapte le surnom en fonction de l'ethnie. Et alors? C'est raciste. Pas plus que 2001. Le cadran repère une tempête temporelle. Fowler veut remonter le temps pour tuer Hitler. Bah, c'est un gentil du coup? Pas exactement. Parce qu'il croit pas vraiment au Führer, par contre, c'est un fervent partisan du mouvement. Un vrai petit patriote. Ils emmènent le professeur dans un avion, mais caché derrière, Elena et Teddy les ont suivis. Ils volent aussi un avion que Teddy pilote. Oui, le petit Teddy qui s'entraînait avec son simulateur en carton au début du film. Ah oui, je suis sûr qu'il va y arriver. Eh, c'est un petit prodige ce petit gars, hein. Mais regardez comment il nage. Il ne savait pas nager au début, hein. Et ouais! Elena monte dans l'avion de Fowler, ils arrivent à la faille, cependant, les calculs de Jürgen s'avèrent être faux puisque les repères de l'époque ont changé et l'avion se retrouve donc plongé à Syracuse, en pleine attaque romaine en 214 avant Jésus-Christ. Ils l'ont fait, putain, ils l'ont fait! Indiana Jones, voyage dans le temps. C'est à mourir de rire. Indy saute en parachute avec Elena pendant que les soldats allemands tirent sur les Romains. Mais enfin, vous serez alliés dans 2000 ans! L'avion se crache et Fowler meurt. Moi, je reste. Il a pété un moule en l'air. Et c'est là que Indiana Jones rencontre Archimède. Oui, c'est arrivé, oui. J'étais en fou rire dans la salle. Ça va, mec? Je prends ça pour un oui. Indy veut rester mais Elena refuse et l'assomme. Le professeur se réveille chez lui, sa filleule est là, Teddy aussi, ainsi que Marion qui est revenue. Ou est-ce que ça fait pas mal? Allez, encore une petite ref au premier film, plutôt mignonne celle-là. Et voilà, fin. C'était en demi-teinte. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup apprécié la première partie, qui me faisait beaucoup penser à l'ambiance des opus précédents. Mais ça reste très en dessous. Déjà, certains passages sont très moches. La course-poursuite à New York, le deepfake dégueu d'Harrison Ford, qui pour le coup envoie toujours du pâté, malheureusement, et il se fait vieux. C'était déjà pas évident de le voir faire des acrobaties dans le 4, mais alors 15 ans plus tard, je t'explique pas. Mais tout n'est pas acheté. C'est pas bon, mais on aurait pu avoir pire. Bien pire. Parce qu'on en a eu des merdes surfant sur de vieilles licences pour nous foutre du fanservice dans tous les sens. Celui-là s'en sort plutôt bien. Il y a deux répliques qui sonnent un peu clin d'œil comme Et toi, on t'a pas forcé à boire le sang de Kali? mais pour le reste ça passe. Bon, ça là est très dispensable, mais Marion a complètement sa place à la fin de l'histoire. Même le méchant est sympa. Enfin, sympa dans le sens où c'est un bon méchant quoi. C'est pas un gros méchant nazi qui veut une relique pour son chef. Non, là c'est un scientifique aigri par le fait d'avoir perdu la guerre à cause d'un Führer incompétent. Alors ça c'est un comble, j'ai quand même envahi la Pologne, bordel. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Rien, donc ferme ta mound, hein? Le vrai problème, ce sont les personnages secondaires. Elena est insupportable la moitié du film. Tu sais très bien quel sera son arc, comment elle va évoluer, mais pendant la moitié du film, c'est juste une connasse qui se la pète. Quant à Teddy, lui, vous savez déjà ce que je pense de lui. C'est juste un 2001-2 qui n'a ni l'humour ni le talent d'un Ke Huy Quan. Bon, en vrai, je dis ça, mais je ne m'en prends pas du tout à l'acteur qui le joue, à savoir Ethan Isidore. Isidore le citadin. Non, je m'en prends plutôt aux scénaristes qui n'ont pas accordé une place assez importante à ce personnage. Parce que, à part piloter, il leur sert pas à grand chose, le petit bonhomme. Et puis, bien sûr, il y a la fin. Si le film est plutôt passable dans les grandes lignes, la fin avec le voyage dans le temps est catastrophique. Déjà, la révélation avec les aliens dans le 4 avait fait couler de l'encre, mais alors là, c'est encore pire. Et ils essayent de te faire passer ça pour de la logique en plus. Archimède était un mathématicien, Basile, et non un magicien. Indiana Jones qui voyage dans le temps et rencontre Archimède, ça, c'est n'importe quoi. Bon, il faut le décoincer celui-là, hein. Je m'en occupe. Avec le bon timing et la bonne fréquence, ça devrait le faire.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, bien joué. Tu vois, je t'avais dit que ça servirait. Bon, alors, par contre, il y a un petit effet secondaire. Lequel? Oh. Ouais, le problème c'est que ça peut donner envie de chier. Il faut que j'aille aux toilettes. Non, moi d'abord. Désolé les gars, hein, je crois que j'ai joué. La fréquence sombre. The Brown Note, qu'ils disent dans Wikipédia. Isidore le citadin, dans la ville, crie victoire. Il frappait le roi malin, sur trottoir et dépotoir. Son maître dans Isidore, frappe à la vie dans son corps. Où qu'il soit, ils font la loi. Chassons roi, les chassons là. Chat de bonne manière.